plus vite vous faites des petites équipes agiles qui arrivent à discuter, le plus vous arrivez à co-construire des solutions plus réalistes, plus efficaces, plus agiles et plus rapides à mettre en place. Le deuxième outil dans l'origine, dans la définition de l'agile, j'aimerais vous parler du changement agile. C'est quoi la différence entre une gestion de projet conventionnelle et une gestion de projet agile? De projet conventionnel, on va avoir cette forme, on va dire, en courbe de Gauss. Alors que dans le projet agile, on va passer beaucoup plus de temps dans la partie conception. Et souvent, lorsqu'on lançait des projets par le passé, on mettait des équipes de conception qui allaient voir le client, le marketing qui allait identifier les besoins, puis on avait des équipes de définition, de maîtrise d'ouvrage pour préciser, qualifier ces fonctionnalités, puis ensuite ils commençaient à aborder ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, la gestion de projet, qui ensuite abordait le développement, et toutes ces étapes-là faisaient qu'entre le besoin client et le premier contact sur des gros programmes informatiques ou des projets d'architecture et de construction, qu'il y avait plusieurs mois entre l'expression et la recherche du besoin et ce qu'il y a vraiment au niveau opérationnel, au niveau développement, au niveau développement des produits et des fonctionnalités. Est-ce qu'on a encore le luxe de passer autant de temps, ne serait-ce que pour cette première étape-là? C'est justement ce à quoi l'Agile s'attaque. Et on le retrouve ici sur ce schéma. Ce schéma, il présente un cycle en V conventionnel. J'ai pu en faire, je peux en faire encore assez souvent. On va dire, depuis 15-20 ans, la plupart de la gestion de projet se base sur cette approche de projet conventionnel cycle en V. Je fais des exigences besoins, quelles sont les spécifications avec la maîtrise d'ouvrage, la conception en maîtrise d'œuvre, le développement. Et on retrouve sur l'autre branche en V, en symétrie, les tests unitaires en termes de conception pour vérifier que c'est bon, la vérification faite par la maîtrise d'ouvrage et la validation des exigences besoins par les métiers ou par les clients, les utilisateurs directs. Et on voit que le temps de faire le cycle en V, vous prenez même un programme informatique, mais assez important, et bien parfois c'est plusieurs années. On va dire au minimum 1-2 ans, de 9 à 18 mois. Et pendant tout ce temps-là, eh bien les besoins du client, ils ont peut-être changé. Ou on s'est peut-être trompé sur les besoins du client, parce que quand est-ce qu'on va pouvoir vérifier, voire valider que le client est satisfait? Eh bien c'est seulement à la fin du projet. Et c'est peut-être trop tard. Aujourd'hui, même dans le domaine industriel, par exemple Toyota, qui a travaillé sur le Lean, a réussi à raccourcir ce développement de nouveaux produits de voitures. C'est une forme d'agilité, mais beaucoup basée sur le Lean, avec le Lean Engineering notamment. Eh bien, ils ont réussi à raccourcir de 3 ans. Au début, il fallait 3 ans entre l'idée, je vais concevoir une nouvelle voiture, et 1 an, j'arrive à sortir la nouvelle voiture. C'est ce qu'on appelle le New Product Introduction, le délai pour sortir un nouveau produit, introduire un nouveau produit. Eh bien, ils ont été extrêmement compétitifs pour l'avoir sorti en 1 an au lieu de 3 ans. Parce que c'est ça qui fait qu'on est positionné sur le marché, qu'on reste extrêmement rentable et que les clients ont envie d'être fidèles avec nous parce qu'on est capable de répondre à leurs besoins de la manière la plus rapide possible. Eh bien, cette notion de délai-là va être le premier axe en fait, qui va être attaqué et traité par l'agilité. Et puis ensuite, il y a une deuxième dimension, la dimension verticale, la multiplicité des acteurs, qui ne se parlent pas. Donc l'agilité va la réduire. Plutôt que de mettre de la distance entre ces acteurs et l'utilisateur, eh bien, on va la réduire au maximum. On va faire des équipes agiles où l'utilisateur sera représenté au sein des équipes de développement ou de design, on va dire, industriel. Et là, c'est la magie, parce que c'est vraiment, waouh, dans le concept, c'est hyper puissant. Il y a un véritable changement. On ne va pas faire un grand plan, un grand planning, comme j'ai pu le vivre à de nombreuses reprises, et on en a besoin par moment. Mais on va être toujours à l'écoute de l'utilisateur et on va s'ajuster en lui présentant notre progrès, en étant en transparence et en confiance avec lui, l'utilisateur, le métier ou le client. À l'origine, d'ailleurs, les raisons qui ont énormément encouragé et accéléré l'agile, il y en a 2. La première, c'est que dans les résultats des projets, dans les études qui ont été faites, la première qu'on voit en haut, c'est en 2003-2004, eh bien, la majorité des besoins étaient imprécis. C'est-à-dire que l'utilisateur ou le client ou la maîtrise d'ouvrage qui représentait ces besoins-là
lorsqu'elle exprimait le besoin, elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait. Et en plus, les besoins, ils changeaient au cours du projet. Et ça, c'est ça qui conduisait à l'échec des projets. La majorité des projets étaient en échec parce que justement l'utilisateur, le client, le métier, la maîtrise d'ouvrage étaient trop loin du développement et de ce qui allait être fait en termes d'ingénierie ou en termes d'informatique. Et surtout, cette deuxième étude est encore plus forte du Standard Group, qui est de dire que 80% des fonctionnalités qui ont été développées sont inutilisées. Alors, il y en a 45% qui ne sont jamais inutilisées, on le voit, 20% rarement et 15% parfois, donc de temps en temps. Mais en fait, vous passez 80% de votre temps à développer des fonctionnalités qui au final ne sont pas utilisées. C'est vraiment la loi de Pareto utilisée à l'opposé du besoin du client. Donc ce qui fait qu'énormément de startups échouent, c'est que lorsqu'elles en fait sortent des fonctionnalités, ben celles-ci ne vont au final pas être utilisées, soit parce que les besoins ont été imprécis, soit parce que les besoins ont changé, soit parce qu'entre le besoin et le développement, ben, il y a un écart, on n'a pas vraiment écouté le besoin, alors que lorsque vous allez mettre en place de l'agile, vous allez pouvoir tester les fonctionnalités au fur et à mesure, vous n'avez pas besoin de 2 ans pour sortir tout votre produit avec toutes ces fonctionnalités, vous allez les sortir de manière incrémentale et les ajuster en fonction du besoin, et vous allez réduire ce pourcentage de fonctionnalités inutilisées. Voici une représentation qui montre le cycle en V, en format conventionnel, et le cycle agile, qui est souvent représenté sous forme de cette boucle. Et l'on retrouve les désavantages des projets conventionnels avec un effet tunnel, un effet silo et un effet durée, que je vous ai déjà présenté, avec l'avantage de l'agile, un effet visibilité, un effet les équipes fonctionnent ensemble et un effet itération. Alors évidemment, je dis que c'est magique, mais ça ne l'est pas, parce que faire une transformation agile, alors vous avez déjà une organisation qui fonctionne en silo, avec des projets conventionnels, eh bien, on va y aller progressivement, c'est une vraie rupture. Et rares encore aujourd'hui sont les entreprises qui fonctionnent vraiment à l'échelle en termes d'agilité. Mais retenons de cela, c'est l'orientation où on veut aller, avec ce pourquoi qui est d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus adaptable par rapport aux besoins. Voici un exemple que je tire de mes expériences chez General Electric dans les années 2000, où on était déjà un petit peu agile, mais beaucoup moins, on pourrait dire, que ce qui existe aujourd'hui, hein, c'était dans les années 2000, où on voit qu'une spécification qui est imprécise ou erronée, on le voit en bas, eh bien plus on s'en aperçoit tard, plus l'impact va être fort, on voit la courbe qui grandit, c'est-à-dire que le coût de cette imprécision, du changement tardif, on dit parfois que lorsqu'elle est vue à la définition, c'est x1. Lorsqu'elle est vue à la spécification ou à la conception, on va dire technique, c'est x10. Lorsqu'elle est vue dans le développement, c'est x100. Lorsqu'elle est vue dans les tests, c'est x1000. Et lorsqu'elle est vue chez le client, c'est x10 000. C'est trop tard. On le voit dans l'exemple des voitures, par exemple Toyota ou PSA, n'importe quel constructeur automobile, quand il fait des rappels, ça lui coûte beaucoup plus cher que s'il avait vu en fait cette erreur, cette imprécision, ce changement au niveau des tests avant de mettre la voiture en circulation. On voit que c'est facteur x10 ou x100. Eh bien, c'est exactement la même chose lorsque vous remontez jusqu'au niveau en fait, de la conception. Donc, dans le mindset conventionnel, on imagine, et c'est vraiment intéressant de comprendre ce switch, ce changement, cette bascule de mindset. Dans le mindset conventionnel que j'ai pu vivre pendant 10-15 ans, notamment chez General Electric, c'était des gros programmes industriels, informatiques, des ERP, où on se disait il faut vraiment qu'on planifie parce que le changement, de toute façon, ça va coûter cher. Donc on veut éviter le changement au maximum. Donc on récupère tous les besoins au début, on a une équipe qui est dédiée, même s'il y a des zones de flou, c'est pas grave, parce que cette équipe-là, de toute façon, elle est dédiée pour ça. Puis est-ce qu'elle le bascule à l'équipe d'après, et l'équipe d'après, et on est extrêmement structuré comme ça. D'ailleurs, toutes les entreprises, en majorité, étaient structurées comme ça, mais avec les résultats qu'on connaît. Avec un marché aujourd'hui où les concurrents, nos concurrents, la norme de plus en plus, c'est de sortir de l'itératif. Si vous allez par exemple dans le domaine du luxe, L'Oréal est confronté aujourd'hui dans la sortie de ses produits à des concurrents qui sortent des produits à quelques semaines, quelques mois, parce qu'ils sont capables de mettre en place des chaînes de production industrielle extrêmement flexibles, extrêmement adaptables. Donc une entreprise qui a peut-être eu l'habitude par le passé de fonctionner de manière plus cycle en V n'a pas le choix aujourd'hui que de développer aussi sur au minimum une partie de ces gammes de produits des moyens extrêmement agiles de sortir un produit maintenant en quelques mois plutôt qu'en 6 mois, 1 an ou 2 ans. Parce que le marché évolue vers une réponse aux besoins qui évoluent beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, ces besoins eux-mêmes évoluent de manière extrêmement rapide. Ils s'accélèrent.
Donc pour ce deuxième outil, j'aimerais juste résumer par cette image de synthèse, qui en fait c'est une étude qui date de plus que 25 ans maintenant, qui montre que le coût d'un produit, le coût de développement d'un produit n'est pas mis en général sur le design. Alors là je parle bien d'un produit industriel, je ne parle pas d'un produit de service. À moins que dans le matériel, ici pour un produit industriel, on mette la partie des licences, de l'architecture informatique, donc on pourrait s'y retrouver. Après il y a le coût des personnes qui vont ensuite produire et tous les autres frais, notamment fixes. Mais l'influence, elle est différente. L'influence, comme on l'a vu avant, elle est surtout sur le design. C'est-à-dire que si le design est mal fait, si le design n'est pas fait en adéquation, en proximité par rapport à le client, en adaptation, en mode agile, eh bien son influence sur la réussite de l'entreprise ne va pas être de 5%, elle va être de 70%. Alors évidemment, ce schéma, cette étude démontre qu'il faut passer encore plus de temps sur le design, ce qui ne signifie pas forcément d'aller mettre plus d'équipes marketing, d'aller mettre plus d'ingénieurs qui vont concevoir. C'est plus de diffuser cette culture agile et qu'on va approfondir, d'être à l'écoute du client, d'être à l'écoute de ce besoin de changement, que le changement est permanent, comme j'ai démarré par ce message, et qu'on peut développer cette flexibilité et agilité parce qu'il y a un intérêt, notamment intellectuel, à écouter ce qui se passe et à s'adapter parce qu'on grandit à ce moment-là. C'est vraiment le cœur de l'agile. Une dernière image pour synthétiser, qui m'a beaucoup parlé. Un des secteurs peut-être les plus durs à bouger en termes d'agilité, c'est le secteur de la construction des bâtiments. Et c'est quelque chose que j'ai pu découvrir assez récemment via le Lean à l'origine, et c'est vraiment les principes de l'agile. Comment est-ce qu'on construit un bâtiment? On le voit au-dessus ici, et c'est Glenn Ballard qui est le référent le plus connu en Lean construction, en Lean bâtiment, qui en parle. La manière dont ça fonctionne, le bâtiment, c'est très très segmenté avec des donneurs d'ordre séparés. Il y a souvent un client qui est le propriétaire. Ensuite, on va aller voir des designers, on va aller voir un architecte. Puis après, une certaine étape, on va seulement aller voir l'entreprise de construction et on voit que ça prend 4 à 5 étapes qui parfois prennent 2 à 3 à 6 mois. Donc c'est pour ça que de construire ou de réaménager un bâtiment, ça prend plusieurs années parce qu'il y a des étapes en amont qui sont indispensables avec des expertises extrêmement poussées. Eh bien, le principe du Lean Construction, c'est en fait le principe de l'agile. Comment est-ce que nous pouvons, dès le début, faire s'overlapper, se superposer des dimensions qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble, qui ont l'habitude d'être en opposition les unes par rapport aux autres. Et c'est exactement la même chose qu'on a trouvé en fait dans le développement de l'informatique. Sauf que l'informatique a des délais en général plus courts, parce qu'on ne produit pas des matériaux de construction avec des temps de production qui sont plus lourds, de construction et d'aménagement. Mais il y a aussi cette notion, c'est qu'un développeur a du mal à parler avec un chef de projet informatique, qui a du mal à parler avec la maîtrise d'ouvrage, parce qu'ils ne se comprennent pas. Parce que la maîtrise d'ouvrage se base sur des fonctionnalités qui sont précisées par des utilisateurs et des métiers qui rêvent d'une certaine manière que tout est possible, nonobstant des contraintes d'architecture et technique. Eh bien, le plus vous allez faire des petites équipes, mixer de l'ensemble de cette personne, comme le propose l'Agile, ou au niveau du Lean Construction, et c'est quelque chose que j'ai pu pratiquer à plusieurs reprises et mettre en place, des architectes avec un représentant du propriétaire et des entreprises de construction, le plus vite vous faites des petites équipes agiles qui arrivent à discuter, le plus vous arrivez à co-construire des solutions plus réalistes, plus efficaces, plus agiles et plus rapides à mettre en place. Et pour l'avoir expérimenté, c'est encore plus fort dans des secteurs qui ont l'habitude de contractualiser, soit par des spécifications dans le domaine de l'informatique ou dans le domaine de la construction, par des contrats entre architectes et maîtrise d'ouvrage, architectes et maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc vous avez des catégories d'interlocuteurs qui ont leur spécialité, mais qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble par des démarches contractuelles. Je prends cet exemple, cette métaphore, pour réinsister sur ce fait que ce que nous voyons dans la construction, c'est exactement ce principe de l'agile que nous avons à l'intérieur de nos entreprises. Que lorsqu'une équipe informatique va vouloir mettre en place un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle application, qui est demandée en fait par un métier, eh bien nous allons créer des équipes beaucoup plus intégrées. C'est ça le changement agile. Donc je vous invite maintenant à avoir cette réflexion. Par rapport aux produits, aux services que nous développons ou auxquels nous contribuons au sein de notre équipe, comment est-ce que je peux construire l'équipe, les représentants les plus pertinents par rapport à ce point-là? Comment y répondre en collectif?
Comment faire que des fonctions qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble puissent de manière régulière fonctionner dans un mode ensemble? Parce que si vous avez des silos trop forts, ça va être un des points de blocage les plus importants. Je l'ai vu dans la construction, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans le domaine de l'informatique, et lorsqu'on va passer l'agile à l'échelle, au-delà de la DSI, c'est aussi, par exemple, un service de formation qui va vouloir faire évoluer ses formations. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que l'équipe qui développe les formations puisse avoir toute cette dimension de tous les interlocuteurs qui sont concernés, des exemples de personnes qui vont être formées, des exemples d'espaces de formation, de centres de formation pour intégrer toutes les dimensions.